plus grand traumatisme de ma vie, je l'ai vécu en tant qu'étudiant en architecture, où je prenais conscience que je n'étais pas capable de produire un projet qui avait de la valeur à mes yeux. Pour moi, je manquais de connaissance de ce qu'est l'être humain et je ne comprenais pas assez notre époque pour faire quelque chose de valable. Et c'est ce qui m'a conduit à étudier la philosophie et la théologie. Maintenant, si je vous demande de filmer ce bâtiment de Le Corbusier, ce n'est pas en référence à mon passé d'architecte, mais c'est parce que des questions m'ont été posées par mes abonnés concernant la modernité et je voulais répondre à ces questions et montrer ce lieu qui est emblématique de la modernité. Première question, beaucoup de gens sont dégoûtés par la modernité et attirés par la tradition ou par la tradition catholique. Vous-même, vous avez étudié une dizaine d'années chez les catholiques. Qu'avez-vous appris chez les catholiques à propos des modernes? Alors, oui, donc il y a un contraste effectivement entre la modernité et la tradition catholique. Enfin, dans un premier temps, on peut le percevoir comme un contraste et c'est un peu l'illusion et le piège dans lequel je suis tombé et je serais heureux de pouvoir éviter à certaines personnes de tomber dedans. Donc j'étais attiré par un milieu traditionnaliste qui était très anti-moderne. Je pense par exemple à l'abbé de Nantes qui parlait de... Donc pour lui il y avait l'histoire du Moyen-Âge et puis l'époque classique et puis l'irruption de la Révolution française. Pour lui c'était l'irruption d'une religion barbare parmi des politiques de gens civilisés. Donc j'ai été séduit par ce genre de discours qui n'est pas totalement faux parce que effectivement le libéralisme le libéralisme et le capitalisme se sont imposés au XIXe siècle. Maintenant, il faut nuancer aussi parce que quand on dit que qu'on fait la guerre au nom des droits de l'homme, par exemple quand les États-Unis font la guerre au nom des droits de l'homme, ce sont les droits de l'homme abstraits. Ils parlent de la liberté d'expression, du droit de vote, des choses comme ça, qui ne vont pas forcément dans le sens d'une amélioration des conditions de vie des peuples conquis. Donc là, je pense qu'il faut distinguer droit de l'homme abstrait et droit de l'homme concret. Mais donc, pour vous dire, j'étais dans une position très anti-moderne et en même temps, j'ai étudié chez les catholiques, chez les jésuites, et là, on me présentait une autre vision de la modernité, moins péjorative. Et donc, j'étais amené à étudier les philosophes modernes comme Descartes, Kant, et les jésuites me montraient leur importance. Et alors il y a un professeur qui m'a beaucoup aidé, c'est le Bertrand Vergely, un philosophe, qui lui avait aussi un côté assez réactionnaire et antilibéral. Il était contre la politique moderne, disons, mais il était pour la philosophie moderne. Et donc il m'a assez bien aidé pour aborder Descartes et Kant et des philosophes de ce genre. Mais c'était un peu une position intermédiaire parce qu'en même temps, je lisais Chesterton, qui est, on peut dire, mon écrivain préféré. Et Chesterton avait aussi un côté anti-moderne, mais qui était différent. Et en étudiant au fil des années, je me suis rendu compte que, d'après moi, la position de Chesterton, c'est d'être contre la modernité, on pourrait dire, plutocratique ou oligarchique, et il critiquait la modernité, donc la modernité capitaliste, au nom d'une certaine modernité qui est la modernité démocratique. Donc il y avait modernité démocratique contre modernité plutocratique.
Et oui, ça m'apparaissait comme le meilleur moyen de lutter contre l'ennemi, qui était la modernité plutocratique. Et maintenant, pour comprendre quelles sont les racines de la modernité démocratique, donc quand je parle de modernité démocratique, ça n'a rien à voir avec les élections. Démocratique, c'est donner le plus de pouvoir possible au peuple. Et on peut voir cela, les racines de cette modernité, donc on peut la voir chez Descartes, chez le protestantisme, mais encore plus loin, je pense que j'ai découvert effectivement quelque chose en étudiant chez les catholiques, c'est l'importance de Nicolas de Cuse, qui est un penseur du XVe siècle, un philosophe, qui était cardinal, donc il était catholique, et on l'appelle parfois le père de la modernité, parce qu'il avait disons une théologie, une conception de Dieu et de la façon dont on pouvait aborder la connaissance de Dieu, qui donnait toute sa valeur à l'expérience humaine et à l'expérimentation humaine. Il y a un livre qui est très intéressant à ce sujet, c'est Ernst Cassirer, Individu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance, quelque chose comme ça, où on montre l'importance de Nicolas de Cuse. C'est vrai que le mot moderne vient, si je ne me trompe pas, de la religion, parce que on parlait, je crois, au XIVe siècle de dévotion moderne, où c'était une dévotion qui était accessible à tout le monde et qui n'avait pas besoin de l'intermédiaire des prêtres. On apprenait au peuple à rentrer en communication, à avoir une vie intérieure, à avoir une vie religieuse. C'est l'imitation de Jésus-Christ, ça vient, je pense, de ce mouvement-là, la dévotion moderne. Alors voilà, je vous ai cité quelques noms. Bertrand Vergely, Nicolas de Cuse, Chesterton. Voilà, dites-moi peut-être si vous voulez que j'insiste plus sur un dans mes prochaines vidéos. Et dites-moi ce que vous en pensez avant qu'on ne passe à la deuxième question. Deuxième question, mon parcours m'a amené à beaucoup lire les modernes. Maintenant je lis Léo Strauss et je suis dans une phase de rejet des idées modernes, Machiavel, Hobbes, Locke. Est-ce que ce rejet vous semble juste? Alors là, j'avoue que je ne connais pas Léo Strauss. Il y a peut-être un danger à vouloir localiser la cause de tous les malheurs en un seul endroit. Donc ici par exemple, ce serait Machiavel. Donc peut-être que les choses ne sont pas si simples. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent le problème vient de Hume, le problème vient de Descartes, le problème vient de Luther, etc. Mais peut-être que cette façon de voir les choses n'est pas forcément pertinente et qu'il faut plutôt voir les choses de façon systémique. Maintenant, on peut dans les philosophes que vous rejetez, je vois Hobbes et Locke, et là, peut-être qu'on peut refaire la distinction dont je parlais tout à l'heure en décrivant la position de Chesterton, donc modernité démocratique contre modernité plutocratique, donc en gros une lutte des classes entre deux modernités différentes qui émanent de deux classes différentes, on pourrait dire. Et donc on pourrait se demander à laquelle de ces deux modernités appartiennent Hobbes et Locke. Et là, si je ne me trompe pas, d'après mes connaissances, il me semble que Hobbes et Locke ont une vision de la politique qui maintient l'ordre établi, qui donne à penser que la situation actuelle est indépassable et que c'est toujours mieux que de retourner à une sorte d'état de sauvagerie. Et donc, à ces philosophes-là qui sont plutôt conservateurs et qui justifient
le pouvoir en place, je pense qu'il est important de rappeler la position de Rousseau, qui lui avait aussi une conception un peu mythologique de ce qu'est le pouvoir politique, mais pour lui, la propriété privée était un accident dont il était possible de se libérer. Et donc là, lui, il est plutôt du côté de la modernité démocratique. Et plus je lis Chesterton, plus je vois des points communs avec Rousseau. Quelque part, Rousseau est incontournable parce que nous sommes en train de revivre quelque part le XVIIIe siècle qui est toujours parmi nous. Et le XVIIIe siècle, qu'est-ce que c'est? C'est l'affrontement de deux classes qui recherchent la puissance absolue. Donc c'est la bourgeoisie libérale d'un côté et la monarchie théocratique de l'autre. Et les deux veulent la domination, les deux se renforcent mutuellement. Et quel est leur point commun? Les premiers disent vous devez obéir au nom de Dieu, et les autres disent vous devez obéir au nom de la nature. Mais tous les deux ont ce point commun de prôner une obéissance à une loi étrangère. Et c'est là que Rousseau arrive et où il prône l'autonomie de la personne et que la loi doit venir de l'intérieur de l'individu. Et c'est ce qui donnera la position moderne, la conscience moderne. Troisième question, suite au livre de Max Weber, beaucoup associent le protestantisme au capitalisme. Quelle thèse auriez-vous tendance à défendre à ce sujet? Alors j'aimerais beaucoup avoir une opinion très tranchée sur catholicisme, protestantisme et tout ça, parce que c'est un peu la classe. Par exemple, Salvatore Dali, à propos de Le Corbusier, disait Le Corbusier est un mauvais architecte parce que c'est un protestant, les protestants ne peuvent pas être de bons architectes. C'est très amusant, mais d'après ce que j'ai étudié pour l'instant du protestantisme et du catholicisme, je ne parviens pas à trouver des simplifications comme ça qui satisfont ma soif d'exactitude. Alors oui, le protestantisme, il est présent aux États-Unis, et donc on dit oui, États-Unis capitalisme, protestant capitalisme. Mais quand on s'y intéresse de plus près, on voit que ce qui se passe aux États-Unis, oui, on peut appeler ça protestantisme, mais quelque part, ça s'éloigne beaucoup des origines du protestantisme. J'ai lu quelques livres sur ce qui se passe aux États-Unis de Régis Debray et de Jean-François Colosimo. Il y a un livre Dieu est américain, où on voit que ce qui se passe aux États-Unis est d'autant plus puissant que ça s'éloigne du protestantisme des origines. Donc est-ce qu'on doit encore appeler ça protestantisme? Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis pour la thèse du lien entre capitalisme et protestantisme, à ma connaissance, il y a tout autant les gens qui ont organisé la Révolution française, donc qui étaient contre le capitalisme, étaient tout autant catholiques que protestants. Donc pourquoi dire que l'un serait du côté du capitalisme et l'autre non? Ça me semble trop simple. Et je rajoute aussi une question qu'on peut se poser, quels sont les philosophes les plus dangereux pour les grands capitalistes? Et là, la réponse me semble assez claire, c'est Rousseau et Hegel, tous deux protestants. Donc, la thèse de Max Weber, il faut la compléter par ce que je dis. Quatrième question, vous parlez souvent de la distinction corps, âme, esprit. D'où la tenez-vous et quelle est sa fécondité? Alors là, oui, c'est une grande question. C'est quelque chose que j'ai découvert un peu tardivement et qui m'a aidé à
à classer différentes choses et à avoir une certaine dynamique comme ça. Alors d'où elle vient d'un peu partout parce qu'on la trouve dans toutes les grandes religions et même dans toutes les grandes philosophies, et même les grandes philosophies occidentales. Et alors oui, elle aide beaucoup à lire une œuvre d'art et à savoir comment répondre à une œuvre d'art. Alors ce que je vous propose, c'est d'approfondir ça dans un document à part que vous pouvez obtenir par un lien ci-dessous. Je vais parler de cette distraction, de ce qu'elle recouvre, de son application dans la critique d'art et dans l'analyse et la réception des œuvres d'art. Et puis je ferai aussi un lien avec le marxisme, un lien rapide avec le marxisme. Avant de vous montrer quelques dernières images de la Cité radieuse de Le Corbusier, n'hésitez pas à donner vos commentaires, à donner des questions, parce que moi j'ai un peu trop d'idées, et qu'on me pose des questions, ça me permet de mieux vous connaître et de mieux répondre à vos attentes. L'architecte qui visite la Cité radieuse ne peut s'empêcher de constater que Le Corbusier a mis dans son travail beaucoup d'idées au mètre carré. Il a réussi à faire ça parce qu'il avait des idées très claires sur ce qu'il devait faire pour son époque, pour améliorer l'architecture de son époque. Et c'est un peu ce qui me manque quand je lis Chesterton. Je suis emporté par son génie et par ses intuitions, mais il me manque une sorte d'ADN, une sorte de résumé clair de ce qu'il a pensé, de l'ADN de sa pensée. Et c'est pourquoi je me suis donné cette tâche de clarifier l'ADN de Chesterton pour montrer, pour expliciter ce qu'il pense de l'homme et ce qu'il pense de notre situation contemporaine.